Smart at Work vous est présenté par Manutan. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Alors ce mois-ci, on s'intéresse à la façon dont les entreprises peuvent aujourd'hui passer à la circularité. Comment faire muter les entreprises vers l'économie circulaire ? Faut-il une stratégie spécifique pour engager cette transformation ? Que faut-il changer en matière de conception ? Comment structurer un écosystème aujourd'hui éclaté en véritable filière ? Quel lien également entre circularité et innovation, et enfin quel impact sur le business model des entreprises? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités dans un instant dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Camille Colbus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante indépendante, vous êtes cofondatrice de Dero, plateforme qui répertorie tous les produits de seconde main. Camille, on entend beaucoup parler aujourd'hui de reconditionner, d'upcycling, de seconde main. Est-ce que déjà on peut peut-être rebalayer un peu ce que c'est que l'économie circulaire et quelle est la différence entre les trois termes que je viens de citer ? Ouais, effectivement, je pense que c'est important de remettre un petit peu à plat la définition pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En fait, l'économie circulaire, c'est une nouvelle économie. C'est une nouvelle façon de consommer qui vise à limiter le gaspillage et à faire un usage optimal des ressources. En fait, c'est une économie qui est à l'inverse de l'économie dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est l'économie linéaire, qui est en fait l'économie traditionnelle qu'on a depuis la révolution industrielle, qui est en fait l'économie où on va extraire, on va fabriquer, on va consommer, puis on va jeter. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus être dans ce modèle-là. On ne peut plus continuer à juste extraire des ressources, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est face à des limites planétaires, à des défis environnementaux et sociaux. Et donc, on a besoin, en fait, de se retrouver dans un modèle beaucoup plus circulaire, dans un modèle de boucle, qui est donc cette économie circulaire qui va permettre de réduire, de consommer moins, de consommer mieux, et qui se repose sur plusieurs principes, notamment un principe de réduction, de réutilisation, de recyclage ou de renouvellement des ressources. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière d'offres d'économie circulaire, de reconditionner, de seconde main en France ? Ouais. Alors, c'est une offre qui commence, ou en tout cas, on voit de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent et de plus en plus d'entreprises émerger, notamment des startups. En fait, il y a encore quelques années, on en parlait, mais c'était beaucoup de la seconde main de vêtements, beaucoup dans l'électronique. Donc, tout le monde sait plus ou moins qu'on peut acheter son téléphone ou sa tablette en reconditionné, en deuxième vie, en seconde main. Mais on ne sait pas, en fait, qu'aujourd'hui, il est possible d'acheter aussi ses lunettes de vue en reconditionné, en seconde main. Et en fait, on se rend compte que aujourd'hui, l'économie circulaire ne touche plus seulement des biens essentiels d'habillement, mais aussi tout type de biens qu'on peut retrouver en seconde main, en reconditionné. Est-ce que c'est une offre qui est très réservée encore B2C ou ça y est, ça commence à se développer aussi pour le B2B ? Parce qu'il y avait une grosse question sur ce sujet-là. Oui, c'est effectivement intéressant. Alors, on a toujours beaucoup de filières qui se développent sur le B2C parce que le consommateur, c'est un gros consommateur, mais aussi de plus en plus de B2B. Il y a une entreprise notamment qui s'appelle Vesto, qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, qui reconditionne les produits de la grande restauration pour les revendre à des restaurateurs qui vont se réinstaller ou ont besoin de produits. Donc, on en voit de plus en plus. Et ça, j'imagine que vous avez le sentiment que c'est une bonne dynamique et qu'elle va être amenée à s'amplifier. Alors j'espère. Mais oui, c'est une très très bonne dynamique. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on soit dans cette nouvelle économie, qu'on délaisse un petit peu cette économie linéaire qui finalement ne nous fait pas du bien, ni à la planète, ni aux hommes, et qu'on passe dans cette économie circulaire. Pour ça, il faut que tout le monde s'y mette, il faut que le gouvernement s'y mette, il faut que le consommateur s'y mette, il faut que toutes les entreprises s'y mettent. Toutes ces nouvelles start-up, ces nouvelles entreprises qui se créent, c'est très bien, mais il faut aussi que les entreprises qui sont aujourd'hui dans une économie linéaire passent vers une économie circulaire. Donc, qui dit nouvelle économie, dit aussi nouveau business model. Quel impact ça peut avoir sur le business model d'une entreprise établie ? Parce qu'effectivement, quand on se lance, c'est un peu plus facile
d'avoir tout ça déjà nativement, on va dire, mais quand on est une entreprise déjà établie, ça veut dire repenser complètement les choses. Oui, c'est ça. Mais l'économie circulaire, c'est vraiment repenser la façon dont on fonctionne aujourd'hui et le mode de consommation qu'on a aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire tout abandonner du jour au lendemain, mais ça veut dire repenser la façon dont on fonctionne. L'économie circulaire, c'est aussi penser la façon dont on fabrique. Donc, est-ce qu'on peut fabriquer des biens avec de l'éco-conception? Où est-ce qu'on va chercher nos ressources? Est-ce qu'on peut avoir des ressources qui sont moins demandeuses? Donc, c'est aussi revoir les process de production. Aujourd'hui, quand il y a une entreprise qui vient vous voir et qui veut se mettre à la circularité, à quelle problématique est-ce qu'elle fait face ? Alors, il y a effectivement cette problématique, et vous en avez parlé, du business model. Aujourd'hui, les entreprises ne savent pas encore où se positionner parce qu'effectivement, ça va être des prix qui sont peut-être un petit peu plus bas sur le coût reconditionné ou la seconde main. L'entreprise doit quand même s'y retrouver. Le consommateur, aujourd'hui, n'est pas forcément prêt à payer le même prix que du neuf pour du reconditionné ou de la seconde main. Donc, c'est aussi tout un système de sensibilisation et d'éducation pour le consommateur. Mais pour les entreprises, c'est surtout ça, ce modèle de rentabilité. Comment est-ce que je peux continuer à faire du chiffre d'affaires? Parce qu'une entreprise, ça reste aussi du chiffre d'affaires, mais tout en ayant un impact positif sur la société. Merci beaucoup Camille, vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion avec nos deux autres invités dans quelques instants. On poursuit cette émission toujours en compagnie de Camille Colbus, qui est consultante indépendante, cofondatrice de la plateforme Dero. Nous ont rejoint Alice Briot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la performance durable au groupe Le Bronze Alloys. Et puis Antoine Compin, directeur général de Manutan France et partenaire de cette émission. Bonjour. Bonjour Aurélie. Antoine, en tant que distributeur, je vais commencer par vous. Vous avez commencé il y a quelques temps déjà à vous emparer de cette question de l'économie circulaire. Quand on est un distributeur déjà installé comme l'est Manutan, une ETI familiale présente depuis un certain nombre d'années déjà, comment est-ce qu'on passe à l'économie circulaire? Par quoi on commence? Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, Manutan est une ETI familiale. Nous sommes présents partout en Europe et notre métier, c'est de distribuer du matériel aux entreprises, aux collectivités et aux artisans. Le sujet et la mission qui est celle de Manutan depuis des années, c'est d'entreprendre pour un monde meilleur. Donc, évidemment que l'économie circulaire est arrivée assez naturellement dans nos gènes. Il y a 5 ans, nous avons racheté une société qui s'appelle Cruisinga en Hollande et qui revend du matériel de seconde main, du matériel d'entreposage, notamment sur les marchés européens. Donc on a commencé par faire des petits pas, mais des pas sûrs et des pas rapides pour pouvoir rentrer effectivement dans le modèle d'économie circulaire. Et puis il y a 2 ans, on a également racheté une société qui s'appelle ZAC et qui proposait, et qui propose toujours ce service par maintenant Manutan, de collecter et de réemployer du matériel informatique. Donc on a démarré avec ce même service pour nos clients et puis on l'a développé en allant collecter du matériel, du mobilier de bureau, de manière encore à apporter un service en lien avec une partie de l'économie circulaire. Donc en fait, la stratégie, c'est d'acheter des spécialistes pour transformer l'entreprise de l'intérieur, si je résume. Alors, ce qui est important, c'est d'apprendre. On est sur des business models qui sont différents, sur des process qui sont différents. Donc, on s'appuie sur des business qui existent et pour lesquels on se développe. Et puis, ces business-là et ces sociétés, notamment ZAC, travaillaient et travaillent encore aujourd'hui avec des partenaires comme, par exemple, Ateliers sans frontières pour la réparation du matériel ou Valdelia. Donc, ça nous a permis aussi de se rapprocher de partenaires. Et on le verra, je pense, par la suite. Et Camille a un petit peu abordé le sujet, que les partenaires dans l'économie circulaire, c'est important. Alice, Le Bronze Alloys, c'est une ETI industrielle. Cette fois, vous êtes basée dans la Marne. Vous êtes spécialisée dans la fabrication d'alliages à base de cuivre, notamment pour les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le recyclage ? Alors, nous, historiquement, on avait déjà des actions sur la circularité. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur notamment le cuivre, qui est recyclable à l'infini. Donc, on avait déjà des approvisionnements de matières recyclées qu'on pouvait utiliser dans nos fonderies. Mais on a décidé de passer, on va dire, à une autre dimension ces quelques dernières années pour améliorer encore ce recyclage. Et ça est passé notamment par un gros investissement qu'on a appelé l'atelier upcycling, qui est basé sur notre site de Suip. Et qu'est-ce qui fait cet atelier upcycling ? Alors, en fait, on va pouvoir transformer de la matière qui était auparavant considérée comme des déchets. On ne pouvait pas les utiliser dans nos fonderies. Et avec cet atelier qui nous permet de trier les métaux, de broyer, de concasser,
on va être capable d'utiliser ensuite cette matière déchet comme matière première dans nos fonderies. Et en fait, on va avoir 2 niveaux d'approvisionnement matière, des déchets internes à l'entreprise qu'on est capable de recycler, et puis aussi de nouveaux approvisionnements externes qui vont nous permettre d'élargir notre palette d'approvisionnement. Camille, ce qui est intéressant, c'est qu'on a là 2 mondes qui sont complètement différents. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que on va être en capacité d'implémenter de la circularité dans tous les secteurs d'activité ? En tout cas, on a la preuve sur le plateau. On a vraiment 2 mondes qui sont complètement différents et la circularité est au sein de ces 2 entreprises. Alors, avec effectivement de l'apprentissage par l'achat d'autres entreprises et vraiment comprendre comment fonctionnent les business models, le développement de nouvelles business units, en fait, on se rend compte que oui, la circularité peut être dans chacun des secteurs. Antoine, la dernière pierre de votre stratégie, c'est un hub circulaire. Vous l'avez inauguré récemment. Alors, on s'y est rendu. Je vous propose de regarder ce reportage d'Eva Ben Saadi, Loïc Allègre et Sybille Aoudjan. Le B2B commence lui aussi à passer à l'économie circulaire, mais il reste en retard sur l'économie grand public. En cause, le manque de filières de collecte et de reconditionnement. Certaines entreprises ont donc décidé de créer leur propre solution, à l'image de Manutan, qui a inauguré son premier hub circulaire. Les produits que nous avons ici, effectivement, ont été collectés chez des clients qui ont utiliser ces produits, que ce soit des entreprises d'utilité publique. Vous allez avoir des tables scolaires comme des chaises ou des fauteuils de bureau qui proviennent d'un siège social d'une entreprise du CAC 40. Ce sont des produits dont le client a souhaité se séparer car il va renouveler son mobilier, il déménage. Une fois qu'ils arrivent ici, ils vont être triés en fonction des produits qui doivent être nettoyés, réparés, en fonction de petites réparations, comme par exemple effectivement changer une pièce détachée, comme un petit peu de peinture. Et derrière, il va être mis en stock pour pouvoir effectivement être distribué via notre site internet ou notre force commerciale. 3000 m² au Bourget, dédiés au réemploi de mobilier professionnel usagé et à destination des entreprises et des collectivités. Il se trouve qu'il y a des acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire qui ont carrément inventé le réemploi depuis de nombreuses années, mais nous n'avons pas trouvé d'acteurs industriels capables de reconditionner en masse tous les produits qui sont aujourd'hui demandés d'un côté par effectivement nos clients entreprises ou utilité publique. Et nous avons décidé du coup de transformer notre modèle, de jouer notre part en investissement. Ce service de collecte et de reconditionnement intégré inscrit désormais l'économie circulaire au cœur du business model du groupe, en adéquation avec sa stratégie RSE. Alors je pense que la RSE fait clairement partie de l'ADN de Manutan. Depuis toujours, on a toujours fait très attention à l'expérience collaborateur, à l'environnement, à l'inclusivité et aux relations avec les partenaires associatifs des territoires dans lesquels on est installé. Depuis très longtemps, on a beaucoup travaillé sur typiquement nos bâtiments. On est certifié HQE depuis quasiment 15 ans maintenant sur notre siège à Gonesse. Voilà, et il fallait maintenant qu'on passe à la vitesse supérieure pour s'attaquer au scope 3, donc des émissions de carbone indirectes du groupe Manutan. Un hub qui constitue donc un premier pas vers davantage de circularité dans le B2B, alors qu'aujourd'hui en France, seuls 7% du mobilier professionnel est réemployé ou réutilisé. Antoine, pour passer à l'économie circulaire, il fallait forcément que vous trouviez vos propres solutions. C'était pas possible d'aller les chercher à l'extérieur finalement. Alors, en tout cas, et j'aime bien sur la fin du reportage, un chiffre, 7% effectivement du mobilier qui est réutilisé, réemployé. Ça laisse une idée de la marge de progression qui peut être faite. Et tout à l'heure, Camille parlait de l'économie circulaire et de la contradiction avec l'économie linéaire et pourquoi c'était important d'y aller. Oui, ce qu'on a fait et on est très fiers déjà d'être le premier distributeur B2B à intégrer l'économie circulaire dans son business model au travers notamment la création de ce hub. Ça part de nos clients, il faut bien comprendre, nos clients entreprises, nos clients collectivités, avec qui on a d'ailleurs testé cette nouvelle façon de fonctionner. Ce sont des process qui ne sont pas les mêmes process que la vente de produits neufs. On est en train de parler de collecte, de tri, de réparation, de revente. Donc, avec nos clients, nous avons réalisé des pilotes, des premières commandes qui comprenaient toute partie de produits de seconde main. Et puis, maintenant, ces process sont validés et sont complètement expérimentés dans le hub que vous venez de voir à l'écran. Alors, on voit chez Manutan, il y a un investissement, mais vous aussi, Alice, vous avez finalement dû investir aussi pour pouvoir trouver votre propre solution, si je comprends bien, pour ces métaux.
Exactement, on a fait un gros investissement sur cet atelier upcycling dont je parlais, qui a été financé aussi grâce à France Relance, puisque c'est un enjeu stratégique, on va dire, sur les métaux. On sait qu'on va avoir de plus en plus de besoins sur notamment le cuivre dans les années à venir. Donc c'est vrai que c'est des investissements, mais c'est aussi du travail avec toute la chaîne. Et notamment d'ailleurs avec nos clients, on améliore beaucoup la collaboration avec eux, à la fois pour optimiser les produits qu'on leur fournit, pour optimiser la quantité de matière engagée au départ, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et puis aussi pour récupérer les chutes de fabrication de nos clients et ainsi pouvoir les réutiliser, ce qui n'était pas forcément évident. C'est ça, c'est donc en fait, il faut aussi organiser toute la collecte, Camille. C'est ça que j'entends des deux côtés. Oui, il faut vraiment partir. C'est vraiment un travail à revoir de A à Z. Effectivement, de la collecte et retravailler les chutes, retravailler les restes un petit peu. En fait, ça fait partie aussi de la circularité. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces deux modèles-là, qui sont en fait des créations un peu de hub, de business unit, c'est aussi que l'économie circulaire, elle crée pas seulement une nouvelle économie, elle crée pas seulement une nouvelle valeur, mais elle crée aussi des nouveaux emplois. Et alors, je ne sais pas à quel point, effectivement, ce hub ou cette nouvelle business unit a créé des nouveaux emplois, mais en fait, on le voit, l'économie circulaire va créer d'ici 2030, en tout cas, c'est les projections, en France, plus de 300 000 emplois. Donc, en fait, on a aussi c'est vraiment là où on voit l'importance du mot économie. Ce n'est pas seulement la circularité, c'est vraiment repenser ces modèles. Antoine, j'ai l'impression que de part et d'autre, en fait, passer à la circularité, ça veut d'abord dire innover, ça veut dire être capable d'aller chercher de nouvelles façons de faire. Alors oui, clairement, et on voit notamment avec aussi un autre chiffre, 47%, alors c'est un chiffre d'une étude de l'IFOP, 47% des acheteurs B2B aimeraient pouvoir effectivement passer par des achats plus responsables et notamment via l'économie circulaire. Alors, ça nécessite effectivement d'avoir l'offre. Ouais. Donc, il y a une réelle attente. Donc, ça, c'est plutôt très, très positif pour ce qui nous concerne. Mais ça nécessite aussi d'intégrer des process qui sont très différents. Alors, des process sur le hub, quand on reçoit de la marchandise, qu'il va falloir effectivement trier, qu'il va falloir potentiellement essuyer, réparer, pour remettre en vente, sur un catalogue qui, par définition, ne peut pas exister de manière durable, puisqu'un catalogue de produits neufs, c'est quelque chose que vous allez potentiellement produire sur une année et qui va pouvoir vivre un certain temps. Des produits de seconde main vont dépendre d'un arrivage. Cet arrivage, il va être potentiellement utilisé, et au bout d'une semaine, de 15 jours, vous pouvez avoir des produits qui sont vendus. Donc, vous allez vivre un process qui va être complètement différent. Nous, ce qui nous semble très important, c'est de voir comment est-ce que nous intégrons cette offre dans les process d'achat de nos clients, qui encore une fois sont extrêmement demandeurs et qui vont, dans les premiers projets auxquels on répond, prendre tout ou partie de leur marchandise pour ce projet en produit de seconde main. Alors, tout ou partie, ça veut dire qu'il y a au moins un produit issu de l'économie circulaire, un produit de seconde vie, dans la proposition que l'on va faire. Et généralement, ces produits-là s'accompagnent d'un prix qui peut être potentiellement en moyenne 30% moins cher qu'un produit neuf. Donc, il y a des choses à intégrer effectivement dans les process d'achat. Et aujourd'hui, on fait ça conjointement avec nos clients. Comment ça se passe chez vous, Alice, sur ce plan-là, sur le plan des relations avec vos clients? Est-ce qu'ils sont demandeurs aussi de la même façon qu'ils peuvent l'être chez Manutan? Oui, on a de plus en plus de clients qui sont demandeurs, qu'on améliore encore le taux de recyclé dans nos produits. On le voit surtout sur des grands groupes qui sont justement en B2C. On voit qu'il n'y a pas la même maturité partout, mais c'est vrai que nous, on s'est vraiment emparé du sujet pour être vraiment moteur par rapport à d'autres industriels de notre secteur. Et donc, on est très content d'avancer sur le sujet. Camille, Antoine mentionnait tout à l'heure l'importance de l'écosystème, de pouvoir s'appuyer comme ça sur des partenaires. Est-ce qu'il est suffisamment fédéré aujourd'hui, cet écosystème? Est-ce qu'il faut encore davantage le rassembler? Alors, je pense qu'il faut encore le rassembler. Je pense qu'on n'est qu'au tout début, finalement, au balbutiement encore de cette économie circulaire. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui doivent s'y mettre, qui ont besoin et l'envie de s'y mettre. On en parlait tout à l'heure. Le gouvernement doit aller encore plus loin. Le consommateur doit aussi être beaucoup plus sensibilisé, éduqué. Et aujourd'hui, la fédération de cet écosystème est présente. Il y a des associations qui fédèrent l'écosystème du réemploi, de la seconde main. Pas encore assez présente à mon goût sur le territoire, mais l'idée c'est effectivement de collaborer. En fait, je pense que ce qui est important, c'est que toutes ces entreprises-là, elles s'allient pour faire de la seconde main, du réemploi, la norme.
Antoine, tout à l'heure, dans la façon dont vous avez décrit les choses, si j'ai bien entendu, il y a d'abord un investissement premier pour être en capacité de proposer une offre de seconde main. Ensuite, il y a la collecte, le fait qu'il faut retravailler pour arriver à un point de vente qui est un prix de vente qui est inférieur. Quel impact finalement sur le business model à la fin ? Un entrepôt tel que le hub que l'on a vu, ça se finance effectivement et ça se finance sur le long terme. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est tout ce que cela va permettre, notamment dans les investissements qu'on fait sur de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, des métiers qui n'existaient pas auparavant. Nous n'avions pas envisagé d'avoir des opérateurs qui réparent et nettoient de la marchandise. Donc c'est quelque chose qu'on a créé. Et puis c'est aussi un investissement quand on voit par exemple que ce hub qui est présent au Bourget est dans un quartier prioritaire politique de la ville du Bourget, donc il n'est pas implanté par hasard. Donc il y a une vraie volonté de favoriser des lieux pour l'insertion et la réinsertion dans ces quartiers-là. Et puis on va aussi s'appuyer sur des partenaires comme par exemple Sport dans la ville, qui est un organisme qui favorise l'insertion ou la réinsertion des jeunes au travers du sport et des valeurs qu'il véhicule. Il se trouve que nous sommes partenaires de Sport dans la ville et il se trouve aussi que la première personne que nous avons recrutée, c'est un jeune qui est issu de Sport dans la ville. La première personne qui était recrutée en tant que collaborateur dans le hub. Donc ces investissements-là, c'est même pas qu'ils sont nécessaires, c'est qu'ils sont extrêmement vertueux, puisqu'on est en train de dire depuis tout à l'heure qu'il y a un impact économique de l'économie circulaire très positif, qu'il y a un impact environnemental qui a été décrit et qui est certain, et puis qu'il y a également un impact social, et c'est ça qui me semble être important. Et la question que vous posiez au tout début, est-ce que c'est important de passer à l'économie circulaire ? Pour Manutan, la question n'est plus de passer ou pas à l'économie circulaire, mais comment est-ce que l'on intègre l'économie circulaire dans notre business model et ceux de nos clients pour en créer de la valeur plus durable. Alice, sur ce point, il y a un impact sociétal aussi de la façon dont vous travaillez aujourd'hui ? Je dirais que nous aussi, on a eu du coup des personnes qui travaillent aussi sur cet atelier dédié, donc qui n'existait pas avant. Et après, on a beaucoup d'équipes en fait qui travaillent sur ce sujet. Parce qu'on a tous les achats qui font un gros travail pour trouver des sources d'approvisionnement nouvelles. Et donc, c'est quelque chose d'assez important. On a toutes les équipes d'exploitation qui doivent travailler sur la qualification de nouveaux matériaux, sur tout ce qui est les essais, etc. Donc, c'est beaucoup aussi de travail en interne. Et donc, ça infuse, je dirais, sur beaucoup de personnes de la société. Camille, c'est finalement les deux bouts de la chaîne. On a beaucoup parlé des clients, mais à un moment, il faut aussi engager les fournisseurs, peut-être dans des produits plus éco-conçus dont vous parliez tout à l'heure, qui soient ensuite recyclables ultérieurement. En fin de chaîne, c'est exactement. C'est vraiment, en fait, l'économie circulaire, encore une fois, on revient à la sémantique et à la définition, c'est une boucle. Donc comment en fait on arrive à créer des produits et concevoir des produits qui en bout de chaîne soient ou mieux recyclés ou réutilisables pour refaire soit le même produit, soit un produit ou un usage différent. Et c'est là où effectivement on va créer une nouvelle valeur parce qu'en fait un produit n'aura plus une seule vie, il ne sera pas seulement jeté en fin de vie, mais il sera réutilisé. Antoine, vous arrivez à engager vos fournisseurs aussi sur ce sujet ? C'est très important et c'est capital. Aujourd'hui, nous sommes un distributeur de matériel. Nous avons des clients et nous avons des fournisseurs fabricants. Nos clients sont très demandeurs et sont vraiment en attente dans leur stratégie d'entreprise qui, au bout d'un moment, revient vers les responsables des achats qui doivent intégrer dans leur stratégie d'achat leur stratégie d'entreprise et notamment au travers d'achats plus durables, plus responsables. Ça passe par des produits et des services. En tant que distributeur, nous allons nous appuyer sur des fabricants fournisseurs qui vont eux aussi, je dirais, tout le monde va s'entraîner de manière très vertueuse vers l'économie circulaire, les achats plus responsables pour le marché, que ce soit un marché d'entreprise ou un marché public, puisqu'on a bien vu tout à l'heure, effectivement, vous le disiez aussi, que le marché plutôt B2C était en avance de phase, mais le marché du B2B arrive effectivement. Encore fallait-il avoir des solutions à proposer. Nos clients sont très en attente, nos fournisseurs trépignent et sont également challengés pour participer. Et encore fallait-il effectivement qu'il y ait une offre, et c'est ce qu'on a essayé de faire au travers d'offres de produits de seconde vie. Vous aussi, Alice, j'imagine que vous essayez d'engager les fournisseurs. C'est que vous dites les achats font un travail formidable, j'imagine que c'est ça qu'il y a derrière. Exactement. C'est vraiment à la fois trouver des nouveaux fournisseurs qui vont pouvoir apporter des matières qu'on n'imaginait pas avant. Pour donner un exemple, on utilise des produits en fin de vie
comme des pièces de monnaie qui sont sorties de la circulation, ou bien des fourchettes. Voilà, donc c'est des exemples un peu étonnants. Et donc on a une variété qui est très importante. Et puis après, on travaille aussi avec nos fournisseurs historiques pour voir comment est-ce qu'eux s'engagent aussi à intégrer une part de recyclé dans les métaux qu'ils nous fournissent. Donc il y a une partie ingénierie aussi, je comprends bien, d'aller chercher potentiellement de nouvelles façons de faire de nouveaux alliages pour ensuite être un peu plus vertueux. Oui, complètement. Et c'est vrai que je parle des achats, mais c'est vraiment tout un aspect aussi technique très important. Et donc il y a vraiment une grosse collaboration entre la production et cette partie sourcing. Antoine, en écoutant Alice, je me dis, oula, c'est toute l'entreprise qui est engagée à quelque niveau que ce soit. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous ? Oui, et je pense honnêtement que ça va être le cas de plus en plus, parce que quand on parlait de l'éco-conception, on voit bien que la conception d'un produit aujourd'hui n'a pas vocation à uniquement plaire et favoriser le premier achat. Il a vocation aujourd'hui à durer le plus longtemps possible et potentiellement avoir plusieurs vies. Alors bien évidemment on parle ici des personnes qui vont concevoir le produit, mais on peut aussi parler des personnes qui vont en parler, le vendre et indiquer les autres avantages, les autres arguments à faire valoir pour dire qu'un produit non seulement est éco-conçu, ce qui en soi dans son usage n'a pas grand intérêt. En revanche, si on explique effectivement que tout ce produit-là va avoir un cycle de vie qui permettra même d'être réutilisé quand on n'aura plus besoin du produit et faire rentrer ce produit ou ces pièces détachées dans une autre vie, pour des raisons d'extraction de matières premières, pour des raisons d'acheminement de marchandises, pour des raisons d'industrialisation, et de fait baisser chacun l'empreinte environnementale de toutes les entreprises qui sont, comme on le sait, des grosses consommatrices de CO2, là, pour le coup, on entraîne la totalité de nos collaborateurs. Et aujourd'hui, chez Manutan, tous nos collaborateurs sont évidemment très attentifs et très, je dirais, excités par le projet d'économie circulaire que nous venons de lancer sur le marché. Et ce projet économie circulaire, il n'est pas de nature à remettre en cause la rentabilité et la création de valeur. Non, il est plutôt de nature je parlais tout à l'heure, c'était comment est-ce qu'on imbrique justement ce business model qui certes est nouveau dans sa façon de processer la vente de marchandises. Nous, on pense que cette partie d'économie circulaire, elle va aujourd'hui représenter une petite partie qui va être tous ces petits pas dont je vous parlais, qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus sûrs, pour demain devenir une partie très importante de notre business. Camille, vous avez l'impression aujourd'hui que quand même de plus en plus de secteurs s'y mettent, parce que là on se dit en écoutant ça tout est possible pour tous les secteurs, mais est-ce que c'est vraiment vrai à la fin des fins ? Alors oui, tous les secteurs s'y mettent, en tout cas tous les secteurs doivent s'y mettre, ça c'est sûr, on le voit dans toutes les entreprises ou dans tous les secteurs. La problématique c'est que ça prend un peu de temps. Alors on a la chance effectivement avec Manutan de voir un bel exemple où ils ont créé ce hub, mais effectivement c'est comment repenser toute une chaîne de production. Donc quand on est une grosse entreprise qui est déjà implantée avec des process qui peuvent être parfois lourds. Alors bon, on a aussi un très bel exemple ici, mais parfois ça peut être compliqué. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que comme Antoine le disait, qu'en fait, il faut que toute l'entreprise soit derrière. Et parfois, dans certaines grandes entreprises, certains, notamment de la RSE, poussent un petit peu ces sujets-là, mais malheureusement, ce ne sont pas les sujets qui sont en première ligne, les sujets stratégiques, et donc toute l'entreprise n'est pas derrière. Donc il faut un changement systémique, que ce soit de la part des dirigeants, des entreprises, mais aussi du consommateur. En fait, le consommateur, il a aussi le pouvoir dans son achat. Donc en fonction de ce qu'il va acheter, peut-être il va moins acheter chez une entreprise conventionnelle et traditionnelle, et plus aller s'orienter vers des entreprises qui font de la circularité. Donc c'est vraiment ce changement systémique qui est important. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé votre expertise sur le plateau. Camille Colbus, consultante indépendante et cofondatrice de la plateforme Dero. Alice Briot, directrice de la performance durable du groupe Le Bronze Alloys. Et Antoine Compin, directeur général de Manutan France. À très bientôt pour un nouveau numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté par Manutan.